Donc, je vais débuter avec les reconnaissances des territoires non cédés. C'est avec respect et gratitude que nous animons aujourd'hui à partir de l'île de Tiohtià:ke, territoire non cédé ni concédé, aussi connu sous le nom de Montréal. Nous reconnaissons que ce lieu a toujours été un lieu de vie, de rencontres et d'échanges des Premières Nations et des Inuits, notamment des nations Kanien'kehá:ka et Haumanoui-Niniwak. Dans un esprit de paix, de justice et de réconciliation envers ces peuples, nous souhaitons aujourd'hui et pour les générations à venir utiliser notre voix pour mettre en lumière leur culture et leur savoir, ainsi que promouvoir l'équité des droits de la personne et de la santé. À ce titre, nous vous invitons avec humilité à prendre un moment pour vous renseigner et réfléchir à la présence passée, présente et future des peuples autochtones des territoires où vous êtes actuellement. Nous désirons enfin témoigner notre reconnaissance et rendre hommage aux personnes et organisations autochtones présentes qui agissent au quotidien pour le bien-être de leur peuple et de leur territoire. Miigwech. Donc, je me présente, Marianne Palardy. Je suis chargée de projet et d'animation de communauté de pratique à la IDQ. J'ai l'honneur d'être votre hôte aujourd'hui pour cette belle activité, ce bel événement. Qui est le IEP. Donc, c'est une série qu'on vous offre en fait à la IDQ, qui est intervention en pratique, et puis qui se veut une occasion vraiment de dégager des constats et des projets novateurs actuels qui placent l'intervention au cœur de leur démarche. Donc, on vous souhaite vous proposer une réflexion ouverte, critique sur les enjeux actuels, puis vous inspirer évidemment pour toutes les personnes ici, belles personnes qui interviennent auprès des communautés à risque de dépendance. Donc aujourd'hui, notre thème, comment favoriser l'entraide entre les jeunes qui font usage de cannabis en réduction des méfaits, en mettant en vedette 3 beaux projets, donc CannaCoach, VoxCan et Pensée Sensible. 2 grands objectifs aujourd'hui de notre rencontre, découvrir ces 3 projets, par et pour, innovants et inspirants, et réfléchir et échanger sur les bénéfices de créer des espaces d'entraide par et pour les jeunes qui font usage de cannabis. Donc, nos 3 invités aujourd'hui, on a Mathieu Goyette, d'ailleurs, merci d'être là. Mathieu Goyette, qui est professeur au département de sexologie à l'UQAM, il est également chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances au Centre de recherche Charlemagne, ainsi que membre de l'équipe du risque qui va représenter CannaCoach. Merci. Bonjour Mathieu. Laura Bernal, qui travaille comme agente d'implantation des services de formation en grippe et coordonnatrice des projets de VoxCan. Bonjour Laura. Bonjour. Et Pascal Thivierge, qui est illustrateur et graphiste étudiant impliqué dans plusieurs projets activistes, incluant Pensée Sensible. Bonjour Pascal. Allô. Et je serai votre modératrice. Donc, le déroulement, on aura une première partie. On va évidemment présenter les 3 projets, donc dans l'ordre, CannaCoach, VoxCan, Pensée Sensée. Ensuite, on vous a préparé un petit parcours d'un jeune fictif qui pourrait en fait illustrer la complémentarité des projets puis comment il pourrait être utile pour ce jeune. On aura une pause de 15 minutes et ensuite, la deuxième partie, on fera une table ronde en fait avec nos invités, nos 3 invités, spécialement sur l'implication des jeunes dans leurs projets. On mettra fin à l'enregistrement pour avoir un échange entre nous, donc sur l'implication des jeunes, si vous avez des questions par rapport au projet et tout. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Mathieu pour nous présenter CannaCoach. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter notre projet qui est présent, qu'on a développé depuis près de 5 ans avec le soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux et de Santé Canada. C'est un projet qui se voulait en quelque sorte une réponse à une certaine absence de réponse au Québec par rapport à l'utilisation de cannabis, au sens où on savait qu'il y avait beaucoup de jeunes qui se questionnaient par rapport à la consommation de cannabis et qui, au-delà des kiosques, au-delà des activités de sensibilisation, ne trouvaient pas nécessairement leur réponse, ne souhaitaient pas nécessairement aller chercher de l'aide formelle par rapport à l'utilisation. On le voit beaucoup dans les écoles, on le voit aussi dans les centres d'emploi pour adultes. Donc, c'est des fois difficile d'en parler, et notamment avec la stigmatisation qui vient des membres des personnes qui consomment du cannabis autour d'eux, du fait de vouloir changer leur consommation, ou encore auprès des non-consommateurs. Donc, dans cette perspective-là, on a fait un peu nos recherches de notre côté, puis on a identifié une plateforme qui était super intéressante, qui avait été développée en Suisse, qui s'appelait stopcannabis.ch par l'équipe de l'Université de Genève.
et on a voulu la transposer au Québec. Et une des raisons pour laquelle on a voulu choisir cette plateforme-là, c'était parce qu'elle permettait l'entraide ou le soutien par et pour à travers notamment une plateforme de discussion, alors que la plupart des applications mobiles à ce jour étaient limitées un peu à l'aide autoportante, un peu comme un système d'émulation que vous pourriez utiliser à des fins d'entraînement. Donc, on a décidé d'adapter Stop Cannabis à la réalité québécoise, notamment parce que la légalisation en lien à l'utilisation du cannabis est différente en Suisse qu'au Québec. Mais aussi parce que l'approche préconisée au Québec, qui était celle de réduction des méfaits, avait été longtemps véhiculée comme étant quelque chose d'assez central pour les jeunes qu'on avait questionnés, mais aussi pour les personnes de la santé publique qui travaillaient auprès d'eux, qui disaient pourquoi les initiatives jusqu'à présent avaient très peu fonctionné au niveau des applications en ligne ou des différents sites Internet qui avaient été faits. On a adapté le contenu, la forme, notamment pour qu'il soit destiné aux jeunes. Stop Cannabis était fait pour et par des adultes qui souhaitaient cesser leur consommation de cannabis, alors que pour nous, on visait vraiment un public qui était de 14 à 25 ans, ce qui représente le groupe d'âge encore aujourd'hui où on retrouve le plus grand nombre de consommateurs de cannabis. Un petit peu trop vite, c'est pas grave. Donc, pour ce faire, on a fait toutes nos recherches, notre littérature, des entrevues qualitatives auprès des groupes de jeunes, mais un des éléments clés, je pense, qui a soutenu le projet, ça a été vraiment de mobiliser des gens à travers des comités consultatifs, des comités d'élaboration, comme si, en fait, à titre de personnes qui faisaient partie de l'équipe de développement de l'application mobile. Donc, on a réuni à travers les 5 dernières années environ 12 à 14 jeunes qui faisaient partie de notre comité consultatif. On parle de jeunes de moins de 18 ans notamment, qui ont une participation un peu moins longue, mais 12 adultes qui ont aussi participé en moyenne 1 an avec nous à travers une rencontre jusqu'à 3,5 années et qui nous ont vraiment aidé à développer l'application à travers différentes discussions. On pourra parler plus tard des défis rencontrés. Mais c'est vraiment du monde qui nous ont aidés à élaborer le langage, le design, la forme, le contenu qu'ils souhaitaient faire, la promotion qu'ils souhaitaient recevoir. Et tout ça aussi pour aussi créer une adaptation anglophone. Donc, on a aussi travaillé auprès de jeunes anglos, notamment parce que les jeunes du Québec sont souvent anglophones sont souvent beaucoup moins bien desservis au niveau des services en santé mentale, en consommation de substances, et on voulait un certain arrimage avec cette population-là. On a réfléchi aussi pour voir les améliorations possibles une fois qu'il a été développé. Et ces jeunes-là aussi contribuaient à des activités de promotion. Aujourd'hui, c'est moi qui les représente, mais dans certaines activités, c'était eux et elles qui m'accompagnaient à travers les discussions, que ce soit les messages, les vidéos, les présentations. Et on a surtout voulu les équiper à travers le fait qu'ils pouvaient aussi fournir de l'entraide à d'autres jeunes à travers notre forum de discussion. Donc, ils sont passés de co-développeurs à personnes offrant de l'aide, si elles souhaitaient le faire, bien entendu, à travers le forum de discussion qui a été mis en branle. Depuis quelques temps aussi, le forum et l'application mobile ont transité vers le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Puis présentement, sont en train de se faire la main pour pouvoir faire la promotion et faire les activités de modération du forum, bien qu'il soit fonctionnel à ce moment-ci. Donc, c'est quoi CannaCoach? À la base, c'est une application mobile qu'on retrouve sur les stores, que ce soit Android ou Apple, qui permet aux jeunes qui souhaitent modifier ou réfléchir à leur consommation de cannabis de 14 à 25 ans, à réfléchir à leur consommation. Donc, à faire un bilan par rapport à leur utilisation de cannabis, à recevoir une rétroaction personnalisée à partir de l'ACIS, qui est un test standardisé que vous connaissez probablement. Qui permet aussi de se situer par rapport aux normes de consommation, par rapport à leur groupe d'âge, donc dans lequel ils se situent. Par la suite, ça leur permet aussi d'avoir des objectifs, que ce soit d'arrêter, de modifier leur consommation ou d'avoir une consommation qui est plus sécuritaire et à partir de là, de se fixer un délai temporel et qu'un coach choisi par la personne va offrir des notifications, des conseils et différentes solutions à différents problèmes quand que la personne va évaluer à travers son changement.
La personne peut changer son changement, va recevoir aussi différents types de récompenses selon l'utilisation qu'elle en a faite, selon l'atteinte ou non des différents objectifs. Et ça va aussi permettre d'avoir des astuces plus particulières par rapport au fait de devoir en parler à des proches ou encore de devoir faire face à une certaine rechute telle qu'on l'entend ou à avoir d'autres astuces qui peuvent être développées par rapport au sommeil et à la consommation de cannabis, si on prend cet exemple-là. Donc, en somme, c'est le module d'application mobile qui permet une utilisation qu'on souhaite d'environ quelques jours à un mois pour la plupart des jeunes et qui s'adresse à tous les jeunes qui consomment du cannabis, mais je dirais particulièrement ceux qui ont un profil à risque lié à leur consommation de cannabis. L'application mobile est aussi en lien avec différentes ressources en dépendance qui ont été développées par la QCID, Trouve ton centre notamment, qui permet d'orienter les jeunes qui, suite à l'utilisation de l'application, pourraient décider de dire maintenant c'est le temps d'aller vers des ressources existantes en dépendance parce que j'en ressens le besoin, parce que j'ai tenté de faire des changements par moi-même et que je n'y suis pas parvenu. Donc, globalement, c'est une approche qui est respectueuse, qui a été aussi réfléchie. Vous voyez, les coachs, selon aussi une approche inclusive des genres par rapport à la réalité des jeunes, ce qui était important pour LE lors de l'élaboration de l'application mobile. Marianne, on peut passer à la diapositive suivante. Un des éléments clés de l'application mobile, en fait, de CanaCoach, c'est son pendant pour le forum de discussion. Le forum de discussion, c'est un forum très simple qui a la même logique que la plupart des forums que vous utilisiez, mais c'est quelque chose qui était très en vogue en Suisse, qui marchait énormément. Et pour nous, c'était important de pas seulement avoir une application qui tenait tout seul, mais aussi de mettre les jeunes en lien pour qu'ils puissent échanger, pour qu'ils puissent aussi s'entraider par rapport à leur utilisation de cannabis pour avoir le plus grand soutien possible par rapport au changement qu'elles désirent faire à travers tout ça. Donc, le forum est divisé en deux tranches d'âge, les 14-17 et les 18-25. Globalement, l'infrastructure du forum est bilingue. En ce moment, on regroupe les deux groupes d'âge ensemble, mais c'est quelque chose qu'on va faire évoluer si le forum a la masse critique dans les deux langues dans le futur. Et globalement, le forum permet à des jeunes de poster des messages, de voir les messages des autres jeunes et aussi de s'entraider entre eux. On a mis un système aussi de repérage pour les jeunes qui pourraient être en situation de crise ou de compromission qui risqueraient une demande d'aide, qui demanderait un besoin important de notre part comme filet de sécurité, mais ce n'est pas une ressource d'urgence en soi, c'est une ressource d'entraide asynchrone où les jeunes peuvent échanger entre eux sur leur réalité face à la consommation de cannabis. On a aussi fait, comme vous voyez, un salon où les pairs aidants peuvent aussi se retrouver pour être équipés, pour pouvoir aider les jeunes entre eux, et où on veut que le rôle, en fait, de l'animateur formel, l'intervenant psychosocial, soit vraiment lié simplement à la modération passive du forum pour s'assurer que tout fonctionne bien et que l'entraide puisse se faire entre les jeunes à travers tout ça. Est-ce qu'on a autre chose? Je ne pense pas. Mais il y a un système d'émulation il y a un système aussi d'émulation où les jeunes vont avoir différents standings à travers le forum selon l'utilisation qui en est fait, qui est important aussi de discuter. Donc, plus les jeunes vont l'utiliser, vont devenir aidants, plus aussi ils vont avoir accès à différentes variations d'utilisation qui peuvent être faites du forum, dans le but aussi de ne pas rendre la chose compliquée au départ pour les premières personnes qui décideraient de poster sur le forum. Merci, Mathieu. Merci beaucoup. Alors, Oui, donc bonjour tous et toutes. Je veux commencer par dire que c'est vraiment impressionnant de voir le nombre de participants, d'être en mesure de pouvoir partager et diffuser nos projets à l'échelle du Québec. C'est vraiment une très belle opportunité. Merci Marianne, merci à la l'AIDQ, puis merci à vous d'être présent. Donc, je m'appelle Laura, je suis coordinatrice de projet chez VoxCan. VoxCan, c'est une initiative bilingue d'éducation sur le cannabis dans une approche pour et par les jeunes. Donc, nous, on est basé à Montréal.
mais certains membres de notre équipe, dont moi, on est un peu partout au Québec. Je voudrais débuter cette présentation en vous parlant un peu de l'historique de VoxCan, puis par la suite vous présenter nos axes principaux et les différentes activités qu'on propose et qu'on a réalisées dans le passé. Donc d'abord, VoxCan naît au printemps 2018 de la rencontre entre nos deux cofondatrices, Kira London-Nadeau, qui œuvre aussi là, dans le milieu de la recherche en lien avec le cannabis, et Amy Kim, qui est éducatrice, enseignante de formation. Donc, elles se rencontrent et viennent à discuter de la légalisation du cannabis qui approche. Et puis, à travers leur discussion, elles réalisent que le projet de loi pour légaliser le cannabis ne considère pas et n'inclut pas les considérations des nouvelles formes d'éducation qui vont devoir surgir du fait qu'on ne parle plus d'une substance qui est criminalisée. Donc, et également que le secteur de l'éducation n'est pas vraiment consulté ou inclus dans le projet de légalisation pour savoir de quelle façon est-ce qu'on va amener ce nouveau paradigme, cette nouvelle réalité aux jeunes qui vont maintenant faire face à un monde dans lequel le cannabis est légal. Donc, de leur discussion, de l'identification de ces besoins-là, naît le projet VoxCan. Donc, vraiment dans un contexte où la légalisation du cannabis approchait. Puis, il y a aussi, une fois que VoxCan est officiellement fondé là, à la fin de l'année 2018, début 2019, certains jeunes concernés, autant par la légalisation du cannabis que par la création de nouvelles approches éducatives, se mobilisent et viennent créer vraiment là, cette structure du par et pour. Donc, VoxCan est composé présentement de 7 jeunes de différentes formations académiques, différentes expériences de travail également. Et puis, en 2019 jusqu'en 2021, on obtient notre premier financement assez considérable de la santé publique de Montréal qui nous permet de développer et mettre sur pied nos premières activités qui visent vraiment d'aller consulter les jeunes dans leur milieu scolaire principalement et de les consulter à savoir c'est quoi leurs besoins en éducation en lien avec le cannabis. Donc, nous, on a travaillé face à ces consultations-là qu'on a menées. On développe, disons, 4 domaines où on identifie 4 domaines pour lesquels les jeunes ont des besoins. Donc, que ce soit l'aspect social de la consommation, une meilleure compréhension du cadre légal à venir aussi, des considérations sur des effets sur la santé que le cannabis peut avoir et finalement toutes les stratégies éducatives que les jeunes aimeraient voir naître et recevoir dans leur milieu scolaire. Mais donc, comme vous voyez, 2019-2021, on commence officiellement nos premières activités en contexte de pandémie. Donc, ça signifie qu'on a dû réajuster certaines choses. On ne pouvait plus aller rejoindre les jeunes directement dans leur milieu. Comme beaucoup, on a dû se tourner vers les milieux en ligne, disons, mais ça nous a quand même donné l'opportunité de développer aussi des projets qu'on n'aurait peut-être pas pu ou auxquels on n'aurait pas pensé si ce n'était de la pandémie. Donc, pour ces différentes activités et projets, je pourrais vous en reparler par la suite. Et je tiens à mentionner aussi que depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, l'équipe a un peu changé. D'anciens membres ont quitté, mais de nouveaux aussi sont arrivés, ce qui permet au projet de se renouveler constamment, je crois. Donc, les jeunes eux-mêmes apportent leur couleur au projet, apportent leur expertise, leurs idées, ce qui nous permet de constamment développer de nouvelles activités ou de nouveaux outils. Et avant de passer à la prochaine diapo, j'aimerais aussi mentionner que le projet VoxCan n'existerait pas si ce n'était pour le soutien du GRIP, donc Groupe de recherche d'intervention psychosociale, qui, dès la première heure, quand on a reçu notre premier financement, ont accepté d'agir à titre de fiduciaire. Donc, VoxCan est considéré comme un projet du GRIP, quoique on travaille de façon autonome et indépendante du GRIP. Et donc, nous, on focalise nos activités sur le cannabis. Donc, pour vous parler un peu de l'approche qu'on a développée puis des axes sur lesquels on travaille,
Comme je vous mentionnais plus tôt, donc nous, on se définit vraiment comme un projet par et pour les jeunes. Donc, en étant un projet qui a été fondé, constitué et qui est toujours mené par des jeunes ayant des expériences directes ou indirectes avec le cannabis. Ça nous permet aussi d'avoir des jeunes qui viennent de formations académiques variées, qui amènent également des visions différentes sur les différents aspects que je vous mentionnais plus tôt. Et on croit que cette approche nous permet d'abord de mieux comprendre la réalité des jeunes auprès de qui on travaille, auprès de qui on intervient, en lien avec la consommation de cannabis. Ça nous permet aussi de plus facilement, de par notre expérience, ça nous permet de plus facilement créer des liens et des espaces sécurisants pour que elles et eux soient encouragés à s'ouvrir par rapport à leur consommation de cannabis ou celle de leur père et pouvoir avoir des conversations vraiment significatives et ouvertes sur le sujet. Et finalement, on croit que cette approche-là aussi nous permet d'amorcer, quoi qu'on le fera pas à nous tout seuls, mais d'amorcer un changement de paradigme en ce qui concerne l'éducation sur les drogues plus généralement. Puis sur ce sujet-là, j'aimerais faire le lien avec notre deuxième axe qui est celui du contexte québécois, comme vous voyez à l'écran. Donc, dans ce sens-là, le changement de paradigme duquel je parle est aussi basé sur ma propre expérience en tant que jeune qui a navigué le système scolaire québécois et qui a reçu une éducation sur les drogues avant la légalisation. Donc, si je fais le parallèle avec ce que nous, on essaye de développer et d'offrir avec VoxCan, on s'insère vraiment plus dans une approche qui est pas basée sur la peur, sur l'abstinence, sur la stigmatisation des substances comme le type d'éducation que moi, j'ai reçu personnellement à l'école secondaire. Donc, d'essayer de développer de nouveaux moyens d'amener cette information-là aux jeunes plutôt dans une approche de réduction des méfaits. Et aussi, plus concrètement, en lien avec le contexte québécois, il existe déjà des projets similaires ailleurs au Canada anglais, en lien avec la réduction des méfaits ou l'éducation sur le cannabis, mais il n'existait pas de penchant au Québec qui pouvait comprendre et travailler directement avec le contexte québécois. Donc, on sait que, entre autres, si on parle juste du cadre légal, depuis que la loi qui resserre l'encadrement du cannabis a été sanctionnée, l'âge légal d'achat de consommation est passé de 18 à 21 ans. Donc ça, c'est quelque chose qu'on considère beaucoup étant donné qu'on travaille avant tout avec des jeunes entre 18 et 24 ans. Mais aussi de pouvoir créer des activités, des outils qui sont adaptés sur le plan linguistique, culturel et qui parlent aux jeunes du Québec. Par la suite, je vais mentionner un peu, mais on se base aussi sur la réduction des méfaits. Donc, de mettre de l'avant les conversations honnêtes, le non-jugement plutôt que la stigmatisation et l'abstinence à tout prix. Donc, nous, on souhaite vraiment rejoindre les jeunes là où ils sont et aller là où ils veulent aller. Donc, que ce soit dans le respect aussi du choix de consommer ou de pas consommer, d'être en mesure de discuter, de valoriser les motifs de consommation plutôt que de considérer l'utilisation de substances comme étant totalement noir ou blanc. Donc, nous, on souhaite vraiment favoriser le choix éclairé en créant des outils, en créant des formations qui se basent sur les dernières études, sur les données probantes, et d'y aller dans nos animations, quand on entre en relation avec les jeunes aussi, d'y aller dans une approche plutôt horizontale et collaborative plutôt que verticale et autoritaire. Et finalement, notre dernier axe avec lequel on travaille, c'est celui des savoirs expérientiels, donc la valorisation des savoirs expérientiels, que ce soit à l'intérieur même de notre équipe. Donc, les jeunes qui s'engagent avec nous, qui viennent travailler avec nous, sont d'abord considérés sur la base de leur savoir expérientiel, puis ensuite sur leur formation académique ou leur expérience de travail passée. Et on croit que ça permet d'avoir une équipe qui est formée, qui est diversifiée de par leur expérience aussi, et que les formations académiques et autres compétences sont avant tout des atouts pour nous dans le développement d'activités de contenu qui reflètent les besoins et les besoins des jeunes.
Merci. Pour terminer la présentation du projet VoxCan, je voulais vous présenter aussi certains des activités, des outils, des projets qu'on a menés. Donc, d'abord, les activités de base qu'on a développées grâce à la première, le premier financement qu'on a reçu, c'est d'être en mesure d'offrir des kiosques d'information. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours apprécié dans les milieux scolaires, mais c'est vraiment pour faire on le voit un peu comme pour faire un premier contact autant avec un milieu scolaire qu'avec les jeunes qui le fréquentent, disons, qui nous voient, qui puissent nous reconnaître, qui puissent savoir que nous, on parle et on touche à la question de l'éducation sur le cannabis, mais dans les approches que je vous ai décrites plus tôt. Mais par la suite, le cœur de nos activités, c'est d'organiser des tables rondes de discussion, d'abord avec les jeunes qui fréquentent un milieu pour pouvoir recueillir leur expérience ou les besoins qu'ils ont en lien avec l'éducation sur le cannabis, la consommation plus largement, et ensuite de pouvoir dresser un peu le portrait des besoins des jeunes dans un milieu et pouvoir le ramener à leurs enseignants ou au personnel de soutien qui travaille avec ces jeunes-là pour que eux comprennent bien et puissent avoir également ce portrait-là afin de eux aussi savoir c'est quoi les angles morts qui leur manquaient, c'est quoi les besoins de formation que maintenant ils pourraient avoir en lien avec la consommation, l'intervention en lien avec la consommation de cannabis et autres drogues. Et aussi pour pouvoir se questionner sur de quelle façon est-ce que les jeunes continuent à être punis pour des comportements en lien avec la consommation en milieu scolaire, sans nécessairement dire que ces politiques-là ont pas leur valeur, elles l'ont absolument, mais c'est plutôt pour se demander si ces politiques-là existent, par exemple la tolérance zéro pour la consommation sur un campus de cégep, mais quand cette règle-là, cette politique-là est en frein, quelle est l'intervention qui suit? De quelle façon est-ce que le personnel de soutien est outillé ou non pour accompagner les jeunes qui se retrouveraient dans ce genre de situation? Peut-être je pourrais aussi mentionner que grâce à ces activités, ça nous a permis de découvrir que les enseignants, le personnel de soutien sont pas seulement préoccupés par leur capacité d'intervenir auprès des jeunes, de leurs étudiants, mais aussi leur capacité d'intervenir auprès de leurs collègues. Donc, pour dire aussi que la légalisation du cannabis n'a pas amené des questions, des enjeux juste avec les jeunes, mais c'est vraiment tous les pans de la société qui sont concernés. Donc ça a été une belle découverte pour nous. Et puis, finalement, on a aussi développé des conférences et des ateliers sur le cannabis et la réduction des méfaits. Puis je le mentionne comme ça, si vous voulez aller faire un tour sur notre chaîne YouTube, on a justement des capsules vidéo qui résument le contenu de cette conférence, donc de cette conférence sur le cannabis et la réduction des méfaits, sous les 4 aspects que je vous mentionnais plus tôt. Je voudrais aussi mentionner que, étant donné que notre projet a été lancé au début de la pandémie, ça nous a forcé à réajuster nos activités, mais ça nous a aussi donné l'opportunité de sortir un peu de ce qu'on avait planifié. Donc, entre autres, on a lancé une enquête sur nos réseaux sociaux pour que les jeunes qui nous suivaient ou les gens qui nous suivaient puissent se prononcer sur les impacts de la pandémie, les mesures sanitaires sur leur consommation de cannabis. Et de ça, on a sorti un rapport d'enquête aussi au tout début. On a également réalisé des panels de discussion en ligne. Donc, un peu comme tu le disais, Marianne, être capable de connecter avec des gens d'un peu partout au Québec, ça nous a aussi donné l'opportunité de connecter avec des gens d'un peu partout dans le monde, puis d'en apprendre plus sur des projets liés au cannabis qui existaient en parallèle de nous. Et puis, on a aussi une série de podcasts qui a été réalisée à cette époque. Et finalement, plus récemment, comme je vous le mentionnais, avec l'arrivée de nouveaux membres qui sont arrivés avec leurs idées, avec leurs expériences aussi, on a d'abord créé des nouveaux outils informatifs. Donc, vous les voyez en bas à droite de l'écran. Vous les retrouverez dans la boîte à outils qu'on va vous partager à la fin de la présentation aussi. Mais ça nous a également donné l'opportunité d'organiser notre premier événement
en chair et en os dans la vie, dans la vraie vie. Donc, ça a été un événement qu'on a nommé festif éducatif qui visait là, à rassembler des gens concernés par l'éducation sur le cannabis dans un cadre quand même festif. Et ça a été vraiment un grand succès pour nous d'avoir mobilisé une centaine de personnes, une quinzaine de partenaires, entre autres Cana Coach, les gens de Cana Coach et de Pensée Sensée, qui se retrouvent avec nous aujourd'hui aussi. Et c'était dans le cadre là, du Cap 20 l'année dernière. Donc, ça fait le tour pour ma petite présentation de Voxcan. Merci pour votre écoute, puis je passe la parole à Pascal. Donc, bonjour. Moi, c'est Pascal, le pronom il, elle. Et je suis ici aujourd'hui pour présenter la campagne Pensée Sensée. Pensée Sensée à l'origine, c'était une campagne qui a été commencée par les étudiants et étudiantes canadiennes. Je vais vous présenter l'équipe en premier. Donc, oui, c'est ça. Donc, moi, premièrement, c'est Pascal Dufroc, pronom il y a des dames. Mon implication au sein de Pensée Sensée se fait sous la forme de graphisme et d'illustration. Pour la flotte de ressources la plus récente que la campagne a produite, dont je vais vous parler plus tard. Dans la vie, les sujets de la santé mentale, de l'existence queer et de la consommation de drogue reviennent souvent dans ma pratique professionnelle et créative et dans mon activisme également. Outre moi, Pensée Sensée, c'est une campagne qui est composée de, en fait, tous et toutes les jeunes qui y ont participé au fil du temps, qui sont tous des personnes avec des relations différentes avec le cannabis. Il y a Laura également qui a participé par le passé et donc c'est ça informe vraiment nos projets. Donc oui, donc comme je disais, c'est ça, Pensée Sensée est une campagne qui a été organisée par la base par les étudiants et étudiantes canadiennes pour les politiques éclairées sur les substances psychoactives, qui est une organisation pan-canadienne. C'était pour répondre aux besoins de ressources inclusives et intersectionnelles par et pour les jeunes qui consomment. En fait, l'idée, c'était d'avoir une approche qui était dynamique et qui ne provenait pas de haut. Donc, exactement, donc père à père, qui n'est pas fondé dans la peur. On veut avoir des conversations qui sont positives sur la consommation de cannabis et dans un langage qui parle aux jeunes. Donc, à la base, ce qui s'était passé, l'histoire de Pensée Sensée, c'était que en 2016, une table ronde a été tenue par quelques membres des CPESP pour tenir une discussion sur ce que les jeunes qui consomment du cannabis voulaient qui arrive avec la légalisation du cannabis qui s'en venait. Le principe de cette table ronde-là, c'était que, en fait, les jeunes ne devraient pas avoir à attendre que le gouvernement leur demande directement leur avis pour faire entendre leur voix sur leurs besoins. Et ça faisait partie des efforts des CPESP, donc les étudiants, l'organisation d'inclure les jeunes dans cette conversation qui a souvent lieu à notre propos, donc à propos des jeunes qui consomment, sans les inclure. C'était une façon de valoriser les expériences vécues dans cette conversation-là. Les notes de cette table ronde-là, donc celles qui se trouvent à l'écran en ce moment, ont été compilées dans un rapport qui a été soumis à Santé Canada et au groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis. Et ça a créé la magnifique boîte à outils que vous pouvez voir à droite de l'écran. Le projet a été tellement un franc succès que la campagne a reçu du financement de la part de Santé Canada pour qu'on puisse mobiliser des ressources pour continuer le projet et le faire prendre de l'ampleur.
Oui, donc en fait, le financement de Santé Canada a été utilisé pour... Au départ, c'était du financement qui allait servir à mobiliser les ressources pour produire et partager des copies physiques de la boîte à outils d'origine. Cependant, il y a eu la pandémie qui est arrivée, donc l'argent a été plutôt utilisé pour diviser la boîte à outils et la rendre un peu plus user-friendly pour les différents publics que ça visait. Donc, ça a été divisé en 3 livrets différents qui étaient plus spécifiques et qui étaient aussi optimisés pour l'utilisation en ligne parce que, justement, on était rendu dans une nouvelle réalité où ce que le monde interagissait majoritairement de façon virtuelle. Donc, c'est ça, le livret. Salut, Laura. Donc, c'est ça, le livret a été divisé en 3. Donc, le premier livret, c'est les principes directeurs de l'éducation sur le cannabis, dont le public cible était les parents, les éducatrices et les alliés aux jeunes, les gens qui allaient interagir avec les jeunes qui consomment. Cannabis 101 et la réduction des méfaits est un livret qui vise plutôt les jeunes qui consomment ou non le cannabis pour qu'ils puissent s'informer au sujet du cannabis et de comment le consommer de façon sécuritaire. Et finalement, il y a le cannabis mis en contexte qui était un document qui est un document plus général qui comprend les données les plus récentes à l'époque de sa rédaction et qui était une mise à jour de la boîte à outils d'origine, mais adaptée à la réalité post-légalisation, donc avec des données depuis la légalisation du cannabis. Donc, c'est ça. Donc, l'évolution de nos ressources, au départ, c'est ça. On avait la boîte à outils d'origine qui s'est ensuite divisée dans les 3 livrets. Ensuite de ça, à travers notre présence en ligne, on a fait beaucoup de zines, des carousels Instagram qui étaient aussi disponibles ensuite en zines imprimées. Il y a également un podcast qui est disponible avec d'ailleurs Heath qui présente le projet en anglais en ce moment. On a aussi des vidéos YouTube qui ont franchement pas assez de vues, donc je vous recommande vraiment d'aller les regarder, elles sont très intéressantes. Finalement, c'est ça, on a les ressources les plus récentes qui sont magnifiquement illustrées, franchement. Et qui sont plus concentrés sur le système de santé. Donc, c'est des ressources qui visent les professionnels de la santé. Et on a également produit une ressource pair à pair pour les jeunes qui consomment ou pas du cannabis et autres drogues pour les préparer à leurs interactions dans le système de santé. Également, on a aussi des ressources qui sont disponibles pas juste en français, en anglais, on en a sur notre site internet en espagnol, en mandarin simplifié, en punjab et on a des plans créés dans d'autres langues aussi. Donc, c'est ça, donc nos nouvelles ressources. Oui, donc je dis que ça va bien illustré, pas c'est moi qui ai parlé de ça, mais c'est correct. Donc, il y a le zine jeunesse, justement, qui est le public cible et des jeunes qui consomment ou non quand ils ou elles doivent naviguer le système de santé. Ça inclut, entre autres, des phrases et des conseils, des phrases à utiliser avec son médecin, des façons d'affirmer ses limites, des drapeaux rouges et verts à surveiller chez les personnes qui interviennent auprès de nous et des façons de se préparer à un rendez-vous médical ou autre rendez-vous dans le système de santé. Il y a également donc la liste à cocher pour les professionnels de la santé qui a aussi justement été créée par des jeunes qui consomment et dedans, ça inclut des points à cocher pour que les professionnels de la santé qui interviennent auprès de jeunes puissent améliorer leurs connaissances sur la consommation de drogue et la réduction des méfaits et réévaluer leurs idées préconçues.
Ensuite de ça, encore là, c'est un autre projet dans lequel j'étais assez fortement impliquée, c'était les collants. En fait, c'est ça, l'idée des collants, c'était que Pensée Sensée est une campagne qui vise à parler directement aux jeunes et qui a des origines dans l'activisme populaire. Et un des thèmes ou des techniques fréquentes de l'activisme populaire, c'est en fait de mettre des stickers partout. Puis je peux par exemple donner un exemple de les bouteilles d'eau de tout le monde dans les assos étudiantes. Peut-être pas tout le monde, là, mais ça a souvent l'air de ça. Puis si je donne par exemple l'agenda de mon asso, le thème, c'est des stickers. C'est un aspect important de la chose et en général, quand il y a des tables qui sont faites avec des stickers, les gens sont super intéressés parce que c'est une bonne façon de s'afficher auprès de ses proches et pour Pensée Sensée, ben, c'est une bonne façon d'occuper de l'espace physique parce qu'on est une campagne qui est très en ligne encore. Et donc, si les gens ont des stickers, ça partage un peu le message en personne aussi. OK, donc c'est ça. En personne, justement, des événements qui ont eu lieu par le passé, par exemple, donc c'est ça, on a collaboré avec des chapitres locaux des ECP, ESP et avec des organismes communautaires locaux pour aller rencontrer les jeunes dans les espaces qu'ils fréquentent. Donc, par exemple, skatepark, plage à Vancouver. C'est à Vancouver. Donc, oui, c'est ça. Donc, pour que les jeunes puissent se retrouver et interagir entre eux et avoir des conversations positives sur la consommation. On a aussi, en personne aussi, il y a quelques tables qui sont faites dans les universités. Oui, merci Marianne. Oui, donc c'est ça. Donc en personne, c'est ça. Il y a les interventions dans les tables dans les universités. Et dans le futur proche, on espère qu'il commencera à en avoir dans les cégeps et que je pourrai commencer à faire des tables. En ligne, c'est ça. Donc, vu qu'il y a eu le confinement et tout ça, on a vraiment... il y a quand même beaucoup de notre campagne qui se trouve en ligne. Donc, ainsi, on a réussi à rejoindre plus de 4 millions de personnes par le biais de nos médias sociaux, donc Instagram, TikTok et YouTube. Mais comme j'ai dit, YouTube, ça pourrait être mieux, donc allez sur YouTube. OK, prochaine slide. Un des grands buts de Pensée Sensée, c'était justement de créer un espace qui était accueillant, qui était libre de jugement et de stigmatisation pour avoir des conversations à propos du cannabis. Donc, comme on a vu dans nos événements en personne, en ligne, dans la nature un peu ludique de la campagne. L'idée, c'est ça, c'est on se prend peut-être un peu moins au sérieux, mais ça fait que les jeunes se sentent un peu plus interpellés. Donc, des façons qu'on a fait ça, c'est ça. Il y a le podcast sur YouTube. On a également un serveur Discord où il y a des échanges, des partages de ressources. Il y a aussi des espaces de travail pour la campagne. Et puis finalement, il y a nos tables rondes aussi qui ont vraiment contribué à cette création d'espace-là. Pascal, on a une question. Les stickers sont tellement beaux. On aimerait ça pouvoir s'en procurer. Bravo, d'ailleurs. Oui. Oui, en fait, c'est ça. C'est vraiment notre ressource la plus récente que je suis encore en train d'en produire. Fait que, par exemple, les stickers francophones, c'est quelque chose que je vais finir cette semaine et le plus tôt possible, on va envoyer l'impression. Je sais que les stickers en anglais sont déjà disponibles. Il faudrait plus en demander à Heath, par contre, pour ça. Mais si tu regardes sur notre Instagram, on a fait
un giveaway, je pense. Laura, ouais, je pense que c'est peut-être la réponse. Ah oui, Laura. Non, j'ai pas la réponse Ouais. parce que ça fait un moment que je suis pas au courant du projet, mais c'est Ouais. plus, je viens de réaliser qu'on n'a pas mis nulle part les façons d'entrer en contact avec nous. Fait que je sais pas si peut-être Mathieu, Pascal, on pourrait mettre nos informations de contact dans le chat pour que les gens puissent les noter. Puis de cette façon-là, rester à l'affût, tu sais, entre autres, quand les autocollants vont être prêts. Ouais, En fait, ouais, ben... ce que je pensais faire aussi, c'est que dans le courriel où je vais vous envoyer le PowerPoint, on pourra ajouter vos contacts. On pourra d'ici là aussi demander à Heath, qui est dans la version en anglais, comment vous procurer ces beaux stickers-là, puis tout ce qui est à venir aussi, puis regarder les vidéos YouTube et tout et les podcasts. Donc, ça suivra dans le courriel. Julie, oui. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Peut-être mieux si le micro est devant moi. En fait, Pascal, j'ai pas bien compris à qui est-ce qu'on devait demander pour les stickers en anglais. Oui, c'est ça, c'est Heath D'Alessio qui, en fait, est la personne qui présente le projet de Get Sensible, donc Pensée Sensée, dans la conférence en anglais en ce moment. Ah, d'accord. Ouais. Et ouais, non, c'est ça, c'est parce que j'ai été pas mal impliquée, mais on est encore en processus de production des stickers, donc ils seront plus librement disponibles plus tard, tu sais. Parfait. Ouais, Merci c'est beaucoup. ça. Comment rejoindre Pensée Sensée. Donc, il y a notre adresse courriel qui est disponible ici, getsensible@csssdp.org. Et il y a notre site internet penseesensée.org et puis finalement Get Sensible qui est disponible sur Instagram, TikTok, pas Twitter, mais YouTube. Voilà. Merci beaucoup, Pascal, Mathieu, Laura. En fait, oui, merci, on a des bravos. Je vous laisse aussi peut-être un petit temps pendant la pause pour remettre vos informations là, directement dans le chat pour que les gens ouvrent 12 fenêtres à regarder après la rencontre de navigation. Donc, suite à ça, on a présenté 3 beaux projets. On a pensé vous les mettre concrètement, comment une personne pourrait, dans son parcours de jeune, croiser ces 3 beaux projets-là et finalement désirer s'impliquer grandement. Donc, on vous a... C'est fictif, mais réaliste. Donc, inspiré quand même de parcours que je crois et ont déjà existé. Donc, on vous présente en fait un jeune qui va rencontrer les 3 projets dans son parcours. Alors, je vous présente Fred. Fred est une personne non-binaire. Elle utilise le pronom « yel » et les accords masculins. Fred est originaire de Val-des-Sources, en Estrie. Yel a 18 ans actuellement et consomme occasionnellement du cannabis depuis l'âge de 15 ans. Donc, principalement les week-ends avec des amis, mais ça risque de changer parce que Laura. Oui. Donc, Fred fréquente depuis peu, depuis septembre, le cégep de Victoriaville en sciences humaines. Lors de la semaine de prévention des dépendances en novembre, il croise le kiosque de Voxcan dans le hall du cégep. Fred aperçoit les feuilles de cannabis sur les outils que Voxcan présente sur son kiosque et Yel est un peu intrigué. Yel se sent gêné, mais il s'arrête quand même pour feuilleter les documents. Alors qu'elle est en train de regarder les ressources étalées sur le kiosque, Fred se met à réfléchir au fait que Yel n'a pas l'habitude de parler de cannabis. Il se rappelle qu'à son école secondaire, Yel avait seulement reçu une petite séance là, par des policiers qui étaient venus dans sa classe parler des dangers de consommer de la drogue, sans grande nuance. Fred continue à réfléchir et elle se pose quand même des questions sur le cannabis. La plupart du temps, elle apprécie les moments de consommation. Par contre, depuis que Fred
a déménagé de chez ses parents pour étudier à Victoriaville et qu'il vit maintenant en résidence, Yael a remarqué que sa consommation a augmenté en fréquence, étant donné qu'elle n'a plus à se cacher de ses parents pour consommer. Il lui est aussi arrivé quelquefois de fumer avant d'aller à ses cours, ce qui était amusant les premières fois, car Yael se sentait plus concentrée et plus stimulée, mais il remarque aussi qu'il se sent plus fatigué qu'à l'habitude et même un peu plus démotivé, alors que l'excitation de la rentrée scolaire a un peu diminué. Fred se questionne donc sur l'augmentation de sa fréquence de consommation et si celle-ci pourrait affecter ses études. La personne du kiosque l'aborde à ce moment-là. Laurie se présente et engage une belle discussion avec Fred. Fred se dégêne peu à peu et se sent de plus en plus à l'aise d'aborder le sujet avec elle et de lui partager les questionnements qu'elle vit. Fred est surpris de l'ouverture de Laurie et elle ne se sent pas du tout jugée parce qu'elle l'écoute activement et lui pose des questions pour mieux comprendre ce qu'il vit. Elle partage alors qu'elle a vécu quelque chose de similaire quand elle est arrivée à l'université et que c'est en rencontrant Voxiane qu'elle a pu approfondir ses réflexions, mieux comprendre les différents effets du cannabis et en venir à développer une relation plus saine avec la substance. Avant de le laisser partir, elle lui remet une fiche d'info pour qu'elle continue de s'informer et lui glisse en même temps un pamphlet qui présente l'application CannaCoach et qui l'invite à télécharger cette application en lui disant qu'elle peut se tourner vers cette ressource s'il souhaite continuer de parler de sa consommation avec d'autres jeunes. Fred va télécharger l'application CannaCoach sur son cellulaire. Quelques jours après, il remplit sa fiche, fait son bilan de la consommation. Elle va lire attentivement les conseils virtuels de son coach. Elle va décider de limiter sa consommation pour la restreindre au week-end où elle choisit de consommer. Par contre, Fred va trouver difficile de maintenir son objectif malgré tous ses efforts, notamment par le fait que c'est difficile de refuser des moments privilégiés avec la nouvelle gang. Puis elle ressent de plus en plus des effets désirables, notamment sur sa consommation, sa concentration. Elle décide d'utiliser le forum de CannaCoach où elle reçoit du soutien d'autres jeunes qui lui donnent des conseils basés sur leur propre expérience et progressivement, elle commence à donner de plus en plus de conseils à d'autres jeunes et à prendre du confort, de l'expérience dans ce qu'elle fait. Globalement, ça lui donne de plus en plus confiance à ses capacités et son autonomie par rapport à la capacité qu'elle a d'aider d'autres jeunes dans cette situation. Plus tard, elle va entrer en contact avec Pensée Sensée et je vais laisser poursuivre l'histoire. Oui, donc c'est ça. Le temps avance et Fred est arrivé en bac en psychologie à l'Université Laval à Québec. Fred consomme toujours, mais a réussi à arriver à un équilibre avec ses études pour que ça n'affecte plus ses cours. Elle s'implique à son assaut, surtout dans l'organisation de parties sécuritaires en faisant de la prévention de violences à caractère sexuel et de la réduction des risques reliés à la consommation. Donc, dans le cadre de ça, je cherche des outils de sensibilisation en ligne et finalement tombe sur le site de Pensée Sensée. Donc, elle découvre les 3 livrets et est vraiment charmée par la présentation et par l'accessibilité de l'information. Donc, en faisant plus de recherches, Fred découvre que le projet est une initiative de jeunes comme lui, donc les étudiants et étudiantes canadiennes pour les politiques éclairées en matière de substances psychoactives. Pardonnez-moi, l'acronyme est difficile à se retenir. Mais donc, Fred apprend qu'il y a une table ronde qui aura lieu à Québec. Bientôt dans le cadre de Pensée Sensée. Et en y participant, Fred rencontre d'autres étudiants et étudiantes qui ont à cœur l'éducation et la sensibilisation sur le cannabis et donc décide de s'impliquer encore plus parce qu'il s'identifie à ce groupe. À travers son implication au sein de la campagne de Pensée Sensée, Fred en apprend plus sur l'aspect sociopolitique et législatif du cannabis et il trouve un intérêt. Donc, s'y passionne
et décident de s'impliquer encore plus. Plus tard, dans le cadre d'un projet de pensée sensée, Fred décide d'organiser une table ronde à Victoriaville et contacte les services aux étudiants et étudiantes de son ancien cégep. Finalement, c'est comme une belle clôture de la boucle où ce que Fred maintenant se retrouve dans la position inverse au début de son parcours, où c'est maintenant lui qui parle sans tabou de consommation saine de cannabis avec des jeunes qui lui ressemblent quand Fred avait 18 ans. Alléluia. Merci beaucoup. C'est juste une mise en bouche pour voir concrètement comment on peut utiliser les 3 projets magnifiques qui vous ont été présentés. Juste avant la pause, merci pour ce beau parcours. On a une question dans le chat pour Canacoach, donc Mathieu. On se demande en fait si on a des chiffres sur combien de personnes ça rejoint l'application, puis quel âge ça rejoint le plus. On n'a pas encore les données. En fait, on les avait pendant une certaine période de temps, le premier mois, où on avait eu une centaine de téléchargements, mais on avait mis, avec les moyens du bord, plus d'une centaine de téléchargements, la promotion à fond. Malheureusement, avec la reprise du CIUS, ils ont voulu impliquer leur communication, puis ce que ça l'a fait comme effet, c'est de cesser un peu les activités de promotion pendant cette période-là. En parallèle, je pourrais vous parler de la nouvelle loi qui est tombée en septembre sur le droit de consentir à recevoir des éléments de promotion et aux informations privées, là, peu importe. Je ne sais pas c'est quoi le nom de la loi, mais ça l'a fait en sorte qu'il a fallu réinitialiser l'ensemble du forum au début du mois de septembre et ça a coïncidé avec la reprise du CIUS. Donc, vous avez peut-être reçu des courriels qui nous disaient différents organismes, voici la nouvelle loi. On voulait pas nécessairement l'appliquer pour le forum, mais ça nous a pris de court par rapport à tout ça. Donc, on est en redéfinition par rapport aux capacités d'aller rejoindre les jeunes. Puis j'en parlerai dans les défis peut-être après la pause avec Marianne sur ce cas, avec Marianne et l'ensemble du groupe sur les différents défis qu'on va aborder. Merci Mathieu. Donc, on va poser des questions à nos invités, principalement en fait axées sur l'implication des jeunes dans leur projet, les défis, les succès et les recommandations. Pour les personnes qui sont ici et qui ont envie d'initier des projets par et pour. Donc, allons-y. Je vais départager pour qu'on soit plus ensemble. Donc, la première question, quels sont les défis que vous avez rencontrés dans l'implication des jeunes dans vos différents projets? J'ai envie de donner la première parole à Canacoach, à Mathieu, parce qu'on a commencé à l'aborder un peu avant la pause. Donc, Canacoach, quels ont été vos défis? Il y en a vraiment beaucoup de défis là, qu'on a rencontrés à travers Canacoach. Je vais peut-être commencer par parler plus de juste du processus d'élaboration. Par la suite, on pourra parler un peu plus du déploiement, ce qu'on a abordé un peu plus tôt. Mais c'est sûr que c'est un projet qui s'insérait entre des réalités universitaires, recherche, et des réalités aussi d'administratifs comme les CIUS ou les organismes. Donc, vraiment des choses que peut-être Laura et Pascal n'auront pas là à discuter, mais ça amène beaucoup d'éléments de procédure qui sont beaucoup plus lourds pour impliquer les jeunes consommateurs de cannabis à travers les projets. Donc, on a eu quand même beaucoup de difficultés à mobiliser les jeunes de 14-17 ans dans l'élaboration de Canacoach. On peut penser à tout ce qui est le fait d'avoir des autorisations parentales, le fait aussi d'avoir des partenaires qui étaient frileux d'aborder ces jeunes-là sous l'angle de la réduction des méfaits, donc avant 18 ans. On en a parlé un peu, j'ai vu sur le clavardage qu'il y avait un lien par rapport à ces aspects-là en bas de 14 ans. Mais même en bas de 18 ans, c'est déjà comme une préoccupation que certains membres de la communauté avaient. L'autorisation parentale, il y a des lois qui nous empêchent de corrompre la jeunesse. Si on leur fait parler de cannabis, malheureusement, et on les emploie pour le faire, c'est un peu comme si on faisait travailler un jeune dans un bar de danseuse. Donc, des fois, ça amène des éléments de complexité sur le fait de vouloir faire travailler cette personne-là dans un projet de recherche, même si c'est son expérience de vie qui nous attire. On ne veut pas l'encourager à consommer du cannabis, mais uniquement qu'elle nous aide à bâtir cette application mobile-là. Donc, on a eu un peu plus de difficultés. L'engouement aussi des jeunes de 14-17 ans à s'investir dans un projet est un peu plus, je dirais, éphémère. On les appelait un peu nos étoiles filantes dans le projet.
au sens où c'était comme un coup de foudre. Ils veulent s'investir, ils nous relancent beaucoup. Ils viennent à la première rencontre, puis peu à peu, ils se désengagent parce qu'il y a d'autres choses dans la vie qui les intéressent beaucoup plus à ce moment-là. Fait qu'il fallait les prendre comme ils sont, ajuster nos horaires pour pouvoir les rejoindre. Les 18-25 ans, on a eu un peu plus de facilité, mais la collaboration était inégale selon d'autres préoccupations de vie qu'ils peuvent vivre à ce moment-là. Selon leur parcours aussi, il y en a qui veulent aider pendant un certain temps. Par la suite, sont rendus ailleurs par rapport à leur consommation, puis décident que maintenant ils veulent s'investir dans leurs études, dans le travail, puis c'est tout à fait légitime à ce niveau-là. On a beaucoup adapté notre horaire de travail aux jeunes, fait des relances. On a engagé aussi, je parle des stratégies un peu plus gagnantes, là, mais on a engagé aussi un chargé de projet qui était un jeune étudiant là, qu'on appelait notre traducteur, là, qui aidait beaucoup à regrouper les jeunes ensemble, leur parler dans leur langage, leur expliquer ce qu'on voulait. Tu sais, moi, par rapport à Laura et aussi Pascal, j'ai moins, je baigne moins dans la culture des jeunes adultes, jeunes adolescents par rapport à la consommation de cannabis. Donc, c'était important pour nous d'avoir comme un point de repère où les jeunes pouvaient communiquer, parler. Donc, on a travaillé beaucoup là-dessus par rapport à l'engagement. C'est sûr qu'on était dans un long projet. On parle de 5 ans aussi. Donc, il y a eu beaucoup de phases mortes, de relance. On a mis des activités sociales en place pour les garder en place. Mais c'est quand même, pour des pairs chercheurs, pour des chercheurs expérientiels, appelez ça comme vous voulez, c'est quand même très exigeant pour eux de pouvoir les impliquer, mais c'est en même temps très riche pour nous de les avoir à nos côtés pour nous aider à élaborer tout ça. Donc, je m'arrêterai là pour laisser aussi la parole à mes collègues qui en ont sûrement beaucoup à dire. Merci, Mathieu. Laura? Oui, j'aimerais aussi revenir sur ce que tu disais au début, Mathieu, par rapport peut-être aux barrières, des fois plutôt bureaucratiques qu'on peut rencontrer. Je pense que nous aussi, dans une certaine mesure, à Voxcan, on y fait face. Puis là, plutôt avant la pause, tu mentionnais cette nouvelle loi. Quelqu'un dans les commentaires parlait de la loi 25. Nous aussi, on y fait face dans le sens que, en étant un projet plus axé éducation populaire, un projet communautaire, c'est sûr qu'on n'a pas toujours les ressources nécessaires pour faire face aux exigences plus bureaucratiques des milieux scolaires. Donc, nous, pour l'instant, c'est surtout dans ces milieux-là qu'on a focalisé notre attention, donc les centres d'éducation pour adultes, les cégeps, les universités. Je dirais qu'au niveau des universités, ça va généralement, mais je pense que c'est plus au niveau des cégeps que souvent il y a beaucoup de niveaux d'approbation auxquels il faut passer avant de pouvoir juste offrir notre activité. Puis ça fait écho un peu à la question que j'ai vue dans le commentaire, dans le chat. Peut-être qu'on pourrait y revenir plus tard. Mais c'est ça, c'est comme on peut avoir des gens on peut avoir par exemple du personnel de soutien qui sont très proches des réalités des jeunes, qui comprennent l'importance de recevoir ce genre d'atelier ou ce genre d'activité, que ce soit pour eux comme personnel de soutien ou pour les jeunes eux-mêmes. Mais c'est de convaincre les personnes qui ont une position plus décisionnelle, disons. Fait que ça, c'est aussi quelque chose auquel on fait face. Et disons, le défi, c'est vraiment qu'en étant un projet communautaire, c'est difficile. Et aussi de jeunes. Donc, les jeunes, beaucoup d'entre nous, beaucoup des jeunes qui composent Voxcan sont à l'école, sont aussi impliqués sur d'autres projets. Donc, le temps qu'on peut allouer aux exigences bureaucratiques est quand même limité. Donc, ça devient un défi pour nous. Et puis, je dirais aussi que peut-être plus largement, d'autres défis qu'on a rencontrés, je pense que la stigmatisation envers les jeunes qui font usage de substances reste un défi quand même fort. Puis c'est à double sens. C'est que les jeunes ressentent eux-mêmes cette stigmatisation que si on les identifie comme étant de jeunes consommateurs potentiels ou qu'on leur met cette étiquette dessus, ben ils sont moins portés à vouloir interagir avec nos services, à vouloir que ce soit s'approcher à notre kiosque parce qu'ils voient qu'on parle de drogue ou on parle de cannabis, se joindre aux activités. Donc, c'est sûr que nous, on voit ça comme un frein parce qu'on est là pour engager des conversations nuancées, des conversations ouvertes, mais les jeunes ne sont pas habitués à ce modèle-là, à cette approche-là. Donc, eux gardent en tête beaucoup finalement le modèle qui est plus basé sur l'abstinence, sur la peur, sur la stigmatisation, parce qu'au Québec,
disons, de par mon expérience, moi-même, j'ai reçu des policiers à mon école secondaire pour me parler de drogue de façon très rapide, très peu nuancée. Et donc ça, je crois que ça reste dans la tête des jeunes et ça fait que c'est tout un travail d'être capable d'arriver à un niveau de confort, un niveau de confiance en soi pour juste parler ouvertement, poser des questions qui, au final, vont juste t'amener à des comportements plus sécuritaires en te donnant de l'information qui est basée sur des données probantes. Donc, d'abord, la stigmatisation envers les jeunes, mais que les jeunes ressentent eux-mêmes, mais aussi la stigmatisation plus large de tous les consommateurs de substances ou la stigmatisation liée aux substances en elles-mêmes qui affecte aussi les enseignants, les personnels de soutien. Donc, eux sont peu outillés pour amener ces nouveaux modèles éducatifs dans leur milieu parce que soit qu'ils n'ont juste simplement jamais reçu d'éducation sur les drogues eux-mêmes ou celles qu'ils ont reçues, ben c'est les modèles qu'on sait qui ne donnent pas les résultats toujours espérés. Donc, je dirais que c'est ça, nous, les défis qu'on a surtout identifiés. Merci beaucoup, Laura. Pascal? Oui, ben en fait, pour penser sensé, c'est peut-être plus un angle, en fait, dans notre historique. Donc, pendant la pandémie, par exemple, tu sais, notre façon à l'origine de rejoindre les jeunes, c'était sur des campus ou de faire des tables, etc. Puis, la ressource qu'on avait créée à l'origine était supposée être un média physique qu'on distribuait. Mais donc, vu qu'il y avait la pandémie, il n'y avait plus vraiment de demande pour des médias physiques puis pour faire propager nos ressources. Donc, ça a été de revoir la campagne pour shifter à une stratégie en ligne, donc d'aller rejoindre les jeunes dans des espaces en ligne. Donc, c'est ça. Puis sinon, un autre challenge, peut-être, c'est aussi que la campagne en ce moment rejoint beaucoup les jeunes anglophones, mais peut-être moins les jeunes francophones. Fait que ça, c'est comme quelque chose que, bon, manifestement, c'est en train de changer parce que je suis là. Mais oui, donc c'est ça, c'est de, tu sais, comme de faire venir notre campagne peut-être plus dans les cégeps au Québec ou juste en général dans les espaces francophones. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler en ce moment. Merci. Oui, dans le positif maintenant, donc les succès que vous avez vécus à travers l'implication des jeunes dans vos projets, les bénéfices, en fait, là, vraiment, que ça peut avoir pour vos projets. Mathieu, tu as élaboré un petit peu, tu en as nommé quelques-uns. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a d'autres? Oui, il y en a vraiment beaucoup. En fait, on a fait une sorte de rencontre post-mortem avec certains jeunes qui avaient participé. Puis c'est sûr que pour eux, c'est vraiment un très grand apport là, qui sont perçus. Ça les aide dans leur démarche de changement. Donc, quand ils contribuent à aider, que ce soit, je pense, à travers Canacoach ou à travers les autres initiatives, ça leur donne beaucoup de confiance en eux, ça développe aussi leurs habiletés. Il faut comprendre que les jeunes qu'on a recrutés, ils ont fait des textes, ils ont fait des campagnes promo, ils ont aidé au graphisme. Donc, puis c'était pas, comme Laura, je pense, l'a mentionné, c'était pas à partir de leur base académique qu'on les recrutait. Donc, ça les amène à une diversité d'expériences où ils se sentent valorisés, ils rapportent, mais aussi ils développent leurs compétences à travers tout ça, même des liens sociaux entre les jeunes qui participent à nos activités. Donc, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant pour eux. Sentiment aussi de contribuer à quelque chose d'important, on sait, pour des jeunes qui ont des fois eu des difficultés par rapport au cannabis, qui ont vécu la stigmatisation qui est nommée. Donc, on parle de personnes qui sont peut-être un peu plus à risque ou qui ont une consommation problématique. D'avoir un sentiment aussi de réussite, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de la part des jeunes. Mais ils ont nommé aussi une meilleure compréhension de la recherche. Moi, je le vois comme étant un gain secondaire là, par rapport aux autres que j'ai nommés précédemment. Pour nous, c'est vraiment très utile. Là. Ça nous permet d'être en contact avec la réalité. Souvent, il y a beaucoup d'initiatives en santé publique qui sont faites, qui sont pas adaptées aux différentes clientèles auxquelles elles reposent. Donc, de les impliquer de façon active à travers l'ensemble du processus,
Ça a vraiment été gagnant pour nous. Puis ça nous a permis, quand on développe l'informatique, on peut pas trop revenir en arrière. Là. C'est pas comme un programme écrit où on a juste à effacer 3 lignes puis revenir. C'est beaucoup plus complexe. Donc, d'avoir des ajustements qui sont beaucoup plus continus à travers le projet, ça, c'est clair pour nous, ça nous a apporté beaucoup. Puis quand on va vers nos bailleurs de fonds, puis qu'on arrive avec aussi des jeunes, on leur dit, ben nos jeunes nous disent ça, ça porte aussi beaucoup plus, le message est beaucoup plus porteur là, quand on a à convaincre de la pertinence ou des ajustements à réaliser à travers le processus. Donc vraiment, ça a été tant pour nous que pour les jeunes, des stratégies qui sont super gagnantes à travers tout ça. Ouais, merci. Pascal, pensée sensée, qu'est-ce qui est positif? Ouais, ben, je dois dire que je ferais écho à plusieurs des points de Mathieu sur juste comme comment, tu sais, le fait de pouvoir utiliser son expérience vécue, ça te donne un sentiment d'accomplissement et de savoir, de fulfillment, c'est le seul mot que j'ai, là, mais puis sinon, ben, je dirais comme, tu sais, plus spécifique à penser sensée à notre campagne qui, justement, puisqu'elle est un peu plus ludique, puis qu'elle est faite par des jeunes et pour des jeunes, puis que, tu sais, on sait un peu c'est quoi qui est intéressant pour nous-mêmes. Tu sais, on a réussi à rejoindre des jeunes qui éviteraient peut-être d'autres types de ressources plus qui seraient produites plus par des positions d'autorité, des personnes en position d'autorité ou des organisations comme ça. Puis c'est ça, ça a été aussi justement la création de communautés. Là. C'est comme un environnement de travail positif pour les jeunes, où ce qu'on se sent compris, inclus. C'est aussi, si on pense aux jeunes qui sont impliqués dans Pensée sensée, il y a un très haut pourcentage d'entre eux qui sont queer. Donc ça, c'est comme la création d'un safe space qui est intersectionnel et inclusif à tous et à toutes. À travers le Canada en plus. Okay. Voilà. Ah, merci. Laura. Oui, donc pour nous, les succès qu'on a vécus, j'aimerais d'abord dire que comme je le présentais tout à l'heure, VoxCan a été lancé durant la pandémie. Donc, on a quand même été en mesure de rejoindre plusieurs personnes de différents milieux, différents endroits grâce à notre présence en ligne. Mais c'est sûr qu'il restait la question à savoir, est-ce qu'on va être capable de rejoindre autant de gens ou de façon aussi significative en personne une fois que tout ça va être passé. Donc, je dirais qu'un de nos gros succès dans la dernière année, ça a été notre événement du 4-20, donc une célébration de l'éducation sur le cannabis, où, comme je vous le disais plus tôt, on a été capable de mobiliser une centaine de personnes qui sont venues, qui ont participé, une quinzaine de partenaires, nos amis du monde de l'éducation sur le cannabis. Puis ça, je pense qu'en soi, c'est un autre grand succès. Et je pense qu'encore aujourd'hui, la table ronde qu'on est en train de faire le démontre. Il y a vraiment cette dynamique-là qui s'est créée entre VoxCan, d'autres projets comme Pensée sensée ou comme... je vais plugger d'autres projets, là, mais le projet Cannabis et Psychose également et plus récemment Cana Coach. Donc, on s'est retrouvés à être plusieurs projets menés par des jeunes ou qui incluent les jeunes de façon significative à propos de l'éducation sur le cannabis qui travaillons très bien ensemble. Donc, oui, il y a jusqu'à présent, on va pas parler trop vite, mais jusqu'à présent, il y a vraiment pas cette dynamique-là de compétition entre nous parce que on a tous un point commun qui est d'amener une meilleure éducation sur le cannabis aux jeunes, mais aussi on œuvre dans des secteurs, dans des approches, dans des types d'activités qui sont différentes les uns des autres, mais qui finissent par être complémentaires. Donc, je pense qu'un autre succès pour nous, ça a été les liens vraiment d'amitié, de collaboration qu'on a créés avec des projets ici au Québec, mais ailleurs au Canada. Et qui nous amènent aussi des perspectives différentes, qu'on peut se compléter sur différents aspects. Donc ça, pour nous, c'est une grande réussite. Je dirais qu'il y a aussi
à travers ça, c'est les opportunités qui se sont présentées à nous. Donc, VoxCan, c'est encore un projet qui est relativement jeune, pour faire de jeux de mots, mais déjà, on a beaucoup d'opportunités dans le sens qu'on est reconnu dans le milieu de la recherche, dans le milieu du communautaire, par nos pairs qui voient l'expertise qu'on détient et qu'on est capable d'amener à la table. Donc, je pense à Mathieu avec qui on travaille sur un autre projet de recherche. Donc, des chercheurs d'un peu partout dans les universités de Montréal qui nous interpellent pour qu'on agisse à titre d'utilisateur, utilisatrice de connaissances. Donc, aussi d'amener la recherche, de s'assurer que les recherches qui sont menées aient un impact positif sur les gens qui sont plus près du terrain. Donc, ça aussi, pour moi, c'est un grand succès. D'autres opportunités de financement, des institutions comme la santé publique aussi qui voient en nous des projets qui sont solides, qui sont capables de mener à terme la diffusion d'ateliers ou la création, la révision d'ateliers, par exemple, en prévention, en réduction des méfaits. Et puis, plus généralement, pour revenir aussi à la base de ce qu'on est, c'est la réaction des jeunes quand on va les rejoindre dans leur milieu, de voir vraiment comment, peut-être pour certains d'entre eux, c'est la première fois qu'ils entrent en contact avec des projets qui ont une approche en réduction des méfaits, que ça les permet de découvrir que on peut ne pas être que dans la stigmatisation des usagers des substances, mais qu'on peut être dans ce milieu puis avoir une attitude positive, d'être dynamique, d'être enjoué de parler de ces sujets-là. Donc, c'est pas que dans la négativité. Puis je pense que c'est ça, on se nourrit mutuellement de ces relations-là, de ces interactions-là. Merci. J'ai envie de changer l'ordre des questions, puis aller tout de suite sur... on a 2 jeunes impliqués ici, on a Pascal et Laura. Qu'est-ce que vous aimeriez? Ce serait quoi votre souhait d'éducation sur les drogues idéal? Veux-tu commencer, Laura? Oui. Notre souhait d'éducation sur les drogues, je sens que Pascal et moi, on va avoir des réponses complémentaires l'une à l'autre. Fait que je vais essayer de pas dire tous mes points. Mais d'abord, et ça fait écho au commentaire de, je m'excuse, j'ai pas retenu le nom, le commentaire de Geneviève par rapport à pouvoir offrir une éducation sur les drogues dès le plus jeune âge, donc dès le primaire, puis d'être capable de changer aussi les perspectives des personnes en charge, des personnes en position décisionnelle qui décident quel type d'atelier ou quel type d'information est donné aux jeunes ou non. Donc, de pouvoir les convaincre de la pertinence de commencer l'éducation jeune dans les écoles, dans les espaces publics. De aussi aller jouer avec différents types de médiums. Donc, je pense que ça aussi, Pensée Sensée, nos 3 projets, en fait, le reflètent bien qu'on travaille sur des médiums différents pour aller rejoindre les jeunes à travers différents médiums et à différents endroits aussi. C'est sûr que dans une perspective de Paris pour les jeunes, c'est de reconnaître que les jeunes ne sont pas que des sujets passifs de leur éducation, mais peuvent être pleinement impliqués autant dès la création en fait d'un programme éducatif ou d'un atelier éducatif. Donc eux aussi, que ce soit à travers leurs expériences propres de consommation ou non, de juste en fait écouter les jeunes puis leur demander qu'est-ce que eux souhaiteraient, quelle façon est la plus appropriée pour les rejoindre plutôt que de penser savoir ce qu'ils veulent puis ensuite faire quelque chose qui est pas du tout approprié. Et peut-être pour pas voler trop d'idées à Pascal, dans cette même perspective-là, s'imaginer que les jeunes peuvent eux-mêmes devenir des agents multiplicateurs, des agents de changement aussi, donc que ils et elles ont les capacités de devenir eux-mêmes des formateurs, des éducateurs, comme on voudrait les appeler, mais des gens qui peuvent propager après le message, puis outiller leurs amis, éduquer leurs amis, leur offrir des ressources. Ouais, évidemment, c'est très bien dit tout ça.
C'est ça. Moi, j'allais, en fait, ce qui m'intéressait aussi dans cette question-là, c'était d'aborder un angle aussi en fait, encourager une approche collaborative. Donc, dans les projets d'éducation, moi, ce que j'ai trouvé de mon éducation en matière de drogue, personnellement, c'était que les personnes avaient peut-être une bonne volonté, mais pas nécessairement les connaissances pour faire une éducation complète ou qui avait du sens en matière de drogue. Et n'étaient pas capables de répondre à nos questions. Donc, ce serait de ne pas avoir peur de faire appel à des organisations comme VoxCan, comme Pensée Sensée, qui sont dirigés par des jeunes pour complémenter l'éducation en matière de drogue dans les milieux scolaires, par exemple. Et sinon, c'était aussi de juste, je pense, en général, les perspectives différentes apportent à l'éducation. Et dans un monde idéal, je pense que il y aurait du financement pour des organisations et des individus différents. Parce que souvent, ce que je trouve, c'est que, mettons, les mêmes projets ou les mêmes personnes reçoivent les mêmes financements pour un sujet spécifique. Et je pense, dans un monde idéal, c'est ça, il y aurait comme une plus grande diversité de perspectives sur ce point, de ce bord-là. Ouais. Je sais pas si ça avait du sens. Absolument. Merci. Pour terminer, là, on a plein de personnes ici intéressées là, par vos projets, puis ils ont lu le titre, puis ils se sont dit « Ah, mon Dieu, moi aussi peut-être, j'aimerais ça initier des projets par et pour dans mon milieu de pratique avec les jeunes. Comment je fais ça? C'est quoi vos recommandations? » Là, on a vu qu'il y avait des pour et des contre, il y a peut-être des embûches, mais les bénéfices sont vraiment plus grands, là, je crois, puis que ça vaut la peine de relever les défis. Mais qu'est-ce que tu sais, Mathieu, tu t'as déjà un peu nommé adapter les horaires, reconnaître leurs forces. Donc, tu sais, qu'est-ce que vous auriez d'autre à suggérer aux personnes qui sont ici, qui aimeraient? Moi, j'ai envie de me lancer en disant oui, adapter les horaires, bien sûr, adapter la structure du travail ou l'organisation du travail aux réalités des jeunes qui souvent sont à l'école ou ont d'autres emplois. Mais dans la mesure du possible, quand il y a un financement qui vient avec, de rémunérer les jeunes pour leur travail, pour leur expertise aussi. C'est autant une façon de les garder, de reconnaître leur travail, reconnaître la raison pour laquelle on les invite à travailler pour un projet, mais aussi pour reconnaître, pour les garder mobilisés, en fait, pour s'assurer que la première implication qu'ils font, est pas éphémère, se finit pas avec la fin d'un projet, mais peut se poursuivre également. Vas-y, Mathieu. Oui, mais pour rebondir là-dessus, en fait, la structure de financement est des fois difficile auprès des universités, auprès des CIUS aussi sur la rémunération des personnes avec un vécu expérientiel, là, utilisez le nom que vous voulez, mais les jeunes concernés. Puis ça, on se bat beaucoup pour régulariser cette situation-là, au sens où on veut offrir des rémunérations qui sont adaptées à certains jeunes. Il y en a qui vont dire, moi, je veux juste avoir un reçu comme si j'avais participer à un projet de recherche parce que je veux avoir une participation éphémère, je veux être anonyme, puis c'est parfait. Puis il y en a d'autres qui veulent avoir une rémunération qui peut ressembler à une structure d'emploi normale. Puis je pense qu'il faut aussi adapter et créer des postes, créer des types d'emploi ou des fonctionnalités pour qu'on puisse avoir ce type de rémunération-là pour les jeunes qui souhaitent s'en prévaloir. Moi, dans l'ensemble de mes projets, je rémunère les jeunes au même type que les assistants de recherche. Mais je sais que c'est un combat continuel avec les organisations, avec les organismes de financement aussi. Puis c'est difficile d'avoir une structure, je dirais,
de base qui soutient ces jeunes-là à travers l'ensemble des projets. Ça demande beaucoup d'efforts là, de notre part. Là. C'est comme si on doublait souvent le projet de recherche. Pour Canacoach, un de mes rêves aurait été de connaître Voxcan au départ, qui aurait eu probablement la structure d'accueil où on aurait pu collaborer ensemble pour que eux fassent un peu tout l'aspect organisationnel lié aux éléments, puis on puisse juste apposer ces deux éléments-là ensemble. Puis je pense que ça aurait été vraiment une structure gagnante-gagnante pour nos deux projets, nos deux organismes là, dans cette aventure-là. Fait que je pense que c'est vraiment important d'avoir ces personnes-là à nos côtés. Sinon, j'ai parlé de structure d'horaire, rémunération, reconnaissance. C'est des choses qui sont importantes. Elles impliquent de plus en plus dans les présentations, dans les articles même scientifiques, des fois, quand il y a certains jeunes qui veulent aller un peu plus loin dans leur investissement à travers tout ça. Fait que je pense qu'il y a différentes plateformes qui s'offrent à nous, mais il faut trouver des façons novatrices de pouvoir les impliquer davantage à travers les projets, puis relativement pérennes. On a aussi fait on fait des entrevues d'embauche avec nos jeunes, formelles, dans le fond, pour leur présenter c'est quoi l'implication, c'est quoi le rôle, la clarification de ces éléments-là. Mais on travaille beaucoup de plus en plus pour faire une sorte de structure de participation où le fait qu'un jeune décide de se désinvestir après 3 mois serait tout à fait normal. Tu sais, dans le fond, ça serait une réussite dans le projet parce que souvent, après 3 mois, les jeunes qui veulent plus s'investir, finissent par se désengager à nous ghoster, pour utiliser les termes à propos. Puis finalement, on se rend compte que, tu sais, ils ont comme un malaise à mettre un terme, mais qui ont déjà donné beaucoup dans le projet. Donc, comment on peut faire un projet qui est adapté avec leur réalité, qui peut évoluer, puis d'être une réussite pour eux, je pense que c'est vraiment important dans la réflexion qu'on a à avoir. Merci. Moi, j'entends aussi, c'est ça, beaucoup adapter nos projets puis réduire les attentes. Hein. Peut-être qu'on réfléchit à un projet avec d'implication de part et part, puis on se dit, ah, ça va être sur 1 an, les jeunes vont rester là tout le temps. De réduire nos attentes, de se dire, OK, une implication ponctuelle est tout aussi valable, puis qu'on peut le reconnaître, puis ça amène beaucoup au projet. Fait qu'il y a de la reconnaissance là-dessus aussi, d'être flexible finalement. Laura, t'avais-tu... OK, non, c'est bon. Pascal? Oui. Donc, c'est ça. Moi, je pense pour compléter, ce serait avoir une réflexion sur l'intention du projet. Donc, justement, si tu as l'intention de partir un projet qui a une approche pair à pair, mais que finalement les jeunes n'ont pas tant le contrôle sur le projet, c'est peut-être plus nécessairement pair à pair. Donc, c'est ça, de se questionner sur notre approche, sur le message qu'on veut passer, sur comment on réussit à le passer. Puis si on est capable, si on réussit à justement à respecter cette approche-là. Donc, évidemment, c'est ça. C'est de valoriser, respecter les jeunes, leur donner le mot à dire, même à la limite, dépendant des projets puis dans la mesure des possibles, ce serait d'allouer aux jeunes les ressources pour qu'ils fassent leur propre projet parce que il y en a là-dedans qui, tu sais, comme justement, Pensée Sensée est un projet qui a été parti par des jeunes. Donc, tu sais, il y a de respecter la réalité des jeunes qui est peut-être un peu plus temporaire, mais aussi d'encourager quand même la participation en leur allouant des ressources pour le faire. Merci. Juste un petit témoignage, moi aussi, pour avoir fait des petits projets avec les jeunes. J'avais dans ma tête d'adulte et d'intervenante à l'époque des craintes. Que c'était pour être chaotique ou que c'était pas pour c'était pas pour pogner ou c'était pas pour donner exactement ce qu'on voulait. Puis tellement de belles surprises. Je veux dire, quand on est ouvert, flexible, à l'écoute, ça donne toujours une magie, moi, je trouve, là, ou quelque chose qui se passe qui est fabuleux, fabuleuse. Bon, petit aparté. Merci. On va passer aux présentations très rapides là, de la boîte à outils qu'on vous a mis dans la PowerPoint que vous allez avoir après la rencontre.
Donc, si vous me permettez, je vais les présenter, sauf le dernier. Donc, Canacoach, la trousse promotionnelle et l'accès au forum. Vraiment, cliquez sur les liens, c'est vraiment intéressant. La fiche d'information Voxan qu'on a vu un peu plus tôt dans le PowerPoint, des deux belles fiches sur les effets du cannabis et le cadre légal. Et les trois super livrets aussi de Pensée Sensée. Tu sais, je vous dirais, naviguer les trois sites web, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, vous allez découvrir des choses. On va rajouter aussi les coordonnées de nos invités, puis où se procurer les fameux stickers, Laura. Oui, je voulais aussi mentionner pour les livrets de Pensée Sensée, tu le disais tout à l'heure, Pascal, j'ai été impliquée à la fin du projet qui a mené à la création de ces livrets. Et c'est moi, je crois que presque la totalité des livrets physiques. Donc, parce que comme on le disait, là, c'était durant la pandémie, c'était difficile de faire des activités en personne, mais ils existent. Parce que j'ai eu le commentaire que c'est quand même des très gros documents avec beaucoup d'illustrations. Donc, je me suis fait dire que les versions PDF en ligne qui sont accessibles gratuitement, mais sont un peu difficiles à consulter. Fait que j'imagine que Pascal, on pourrait se parler avec Heath aussi. S'il y a des gens qui seraient intéressés à recevoir des copies, on pourrait peut-être voir comment qu'on pourrait faire l'envoi parce que ça traîne. Puis l'idée, c'est pas que ça traîne, mais que ça soit bien utilisé. Absolument, on pourra ajouter ça aussi ton contact si on aimerait s'organiser pour les avoir. Ils sont tellement beaux. Mhm. Vraiment, ça vaut la peine. Je suis certaine que ça va rejoindre vos jeunes. Vas-y, Oui, Laura. et si je peux parler un peu plus des ressources, là, dans le fond, précédemment, c'est les ressources que nous, on a développées. Je voulais faire une mention pour les fiches d'info Voxcan. Les liens que vous allez trouver sur les PowerPoints, c'est des liens notre document Drive, mais on va travailler à les mettre sur notre site web bientôt là, pour que ça soit plus facile d'accès. Mais ici, euh, vous allez voir là, ces différentes ressources, entre autres quand je disais les liens d'amitié avec d'autres projets, c'est représenté ici. Donc, le projet Cannabis et santé mentale, vous avez la possibilité de faire un cours sur le cannabis en ligne, obtenir un certificat après, c'est une formation de 90 minutes. Et il y a aussi le guide du mentor. Donc ça s'adresse plus aux éducateurs, éducatrices, personnel de soutien, les pères ou les personnes qui travaillent directement avec les jeunes. Donc, aussi les parents. Donc, pour savoir comment aborder le sujet du cannabis avec les jeunes de notre entourage. Ensuite, vous avez le zine sur la consommation de cannabis et santé mentale chez les jeunes queer et trans. Donc ça, je vous mentionnais plutôt notre cofondatrice Kira est aussi chercheure, candidate au doctorat en voie de l'obtenir à l'Université de Montréal et c'est un zine qu'elle a créé à partir de sa recherche de doc. Donc, elle étudie les liens entre consommation de cannabis et santé mentale chez les jeunes queer et trans. Donc, elle a voulu vulgariser les résultats de sa recherche à travers ce zine. Donc, vous allez pouvoir le trouver à un site web. Donc, très belle ressource en français et en anglais. Ensuite, vous avez le, le guide Cannabis connaître les limites du Centre canadien, je le sais juste en anglais, CCSC, Centre canadien pour l'usage de substances, si je me trompe pas. Et puis, qui est aussi une des références là, pour tout ce qui est, pour se valider toutes les dernières données probantes ou les études plus récentes en lien avec le cannabis. Donc, vraiment un beau site web. Et puis, les ateliers à deux doigts de ta limite qui sont présentement offerts par le GRIP, mais en français et par Voxcan, en voie d'être offerts en anglais par Voxcan, en anglais aussi. Donc, si vous allez sur le site web de la santé publique, vous pourrez avoir plus d'informations sur comment vous pouvez recevoir ces ateliers-là dans vos milieux. Ça s'adresse aux 18-24 ans aussi. Je vous ai aussi décocté deux petits articles là, de drogue, santé et société. Là aussi, il y a plein de belles ressources. Je laisserai la parole à Mathieu aussi pour son projet de recherche. Oui, merci beaucoup. En fait, on est en plein projet de recherche avec Laura, avec Marianne aussi, sur comment ont évolué les représentations sociales des jeunes qui ont de la sexualité sous l'influence, jeunes adultes qui ont une influence sur le cannabis.
Si jamais vous connaissez des jeunes dans votre entourage, dans vos clients, qui pourraient être intéressés à participer à l'étude, on l'amène présentement. Vous pouvez nous appeler, c'est une entrevue qui se déroule en ligne ou en présence selon leur volonté. Donc, même aux îles de la Madeleine, on peut y participer. Si vous êtes intéressé, écrivez-nous à pacs@ucam.ca, qui est l'adresse en bas que vous allez recevoir dans votre courriel, et on pourra vous envoyer les informations. C'est des jeunes de 18 à 24 ans qui ont eu des relations sexuelles sous l'influence du cannabis dans les dernières années, qui est beaucoup plus fréquent que ce qu'on peut s'attendre dans la réalité, en fait. On a aussi des stickers qui est associés au projet qui sont super bons. Fait qu'écrivez-nous. Absolument. Merci. Puis, tu sais, on a parlé de table ronde, de pensée sensée, les ateliers aussi de VoxCan. Donc, tu sais, contactez Laura et Pascal là, si vous êtes intéressés dans vos milieux scolaires. Il y a beaucoup de personnes dans les milieux scolaires qui sont là aujourd'hui. Donc, en tout cas, ou ailleurs aussi, on pourra juste voir si c'est possible. Donc, ici, je dis au revoir aux personnes qui nous écoutent en différé